Bienvenue chez nous pour le 13e épisode du podcast des nous. On va parler de la série de films Once Upon a Time in China, surtout la seconde trilogie. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast des nous. Je suis Laurent. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Donc, cette semaine, je vais vous parler de la série des Once Upon a Time in China, principalement de la seconde trilogie, puisque j'ai déjà vu la première trilogie à de nombreuses reprises. Mais ça va tout de même me forcer à parler un peu de la première. Donc, contrairement à Star Wars, on n'a pas eu une série, une trilogie de classiques incontournables, suivie d'une trilogie de préquels très contournables. Donc, les trois premiers, Once Upon a Time in China, sont des classiques, réalisés, produits et écrits par Tsui Hark, mettant en vedette Jet Li. Ces films sont basés sur un célèbre personnage historique, mais ce ne sont pas des films historiques. C'est basé sur Wang Fei-hung, un héros, un maître d'arts martiaux, médecin, notamment en acupuncture, révolutionnaire, qui a vécu en Chine de 1847 à 1924. Les films se passent vers la fin de la dynastie Qing, à l'époque où des puissances étrangères débarquent et contrôlent des territoires. On voit notamment les difficultés diplomatiques avec le pouvoir chinois, aussi l'impérialisme. Wang Fei-hung, nationaliste, mais avant tout pour l'entente entre les peuples. C'est un sujet très fréquent dans cette série de films. Wang Fei-hung combat tous ceux qui combattent entre eux. Il combat aussi certains mauvais impérialistes qui abusent dans certaines situations, ou bien des Chinois qui veulent éliminer les étrangers. C'est le personnage principal avec un esprit noble, il est bon, sérieux, entouré de plusieurs élèves qui ajoutent de l'humour, surtout Lung Fun. Il y a aussi la tante de Wang Fei-hung, certainement pas une tante de sang, puisqu'il y a une histoire sentimentale plutôt naïve, sympathique et amusante. C'est léger, pas trop sérieux, sans insister, c'est absolument pas mélodramatique que cette intrigue sentimentale. C'est une série qui est assez différente des autres films d'arts martiaux d'Hong Kong d'époque, qui sont souvent fantaisistes. Ici, même si c'est pas vraiment historique, ça semble ancré dans la réalité. Les combats sont plutôt réalistes. Il y a assez peu de combats dans les airs usants de fil de fer. Dans le premier film datant de 1991, les affrontements entre des factions rivales, il y a un complot pour faire porter le chapeau à la milice dirigée par Wang Fei-hung. En 1992, dans le second film, on rencontre quelques rebelles qui semblent bien, ce qui amènera à s'opposer aux autorités locales un petit peu, mais surtout un combat contre une secte nationaliste qui veut tuer tous les étrangers. Dans le troisième, en 1993, il y a une compétition de danse du lion, pas simplement une parade avec un concours du meilleur lion, les lions étant assez similaires aux dragons dans les festivals. Une personne tient la tête, l'autre le bout du tissu formant la queue. Mais c'est pas simplement une compétition du meilleur lion, c'est une compétition martiale où les danseurs s'affrontent pour faire triompher leur lion. Wang Fei-hung et ses élèves vont participer pour empêcher un complot étranger. Cette trilogie est excellente, bien que le troisième est peut-être un petit peu moins bien. Les trois films sont des classiques incontournables, de très très grands films qui se mériteraient une note de 4 sur 5. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents du podcast ou qui ne se souviennent pas de mon système de notation,
je donne toujours une note sur 5, 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une grande œuvre particulièrement réussie, 3 étant un divertissement sympathique, 2 étant un film moyen, 1 étant une nullité, et 0 étant le fond du baril. Le seul défaut que je pourrais se dire à propos de cette trilogie, c'est que la vieille édition DVD de Sony Columbia TriStar propose une très mauvaise qualité d'enregistrement et des sous-titres assez moyens. Mais ce n'est pas vraiment surprenant puisqu'apparemment ce serait une version rendue widescreen anamorphique à partir d'un vieux transfert non anamorphique distribué par Media Asia. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'anamorphique, ça consiste à écraser et désécraser une image. Un DVD widescreen anamorphique, c'est une image widescreen écrasée en full screen, puisque le DVD de format standard utilise un format d'image full screen, qui est remis dans sa forme widescreen par le lecteur DVD, qui réussit à être assez intelligent pour comprendre « Oh, tu devrais mettre le film en widescreen! » Au cinéma, l'anamorphose est un principe différent, mais qui repose sur la même base. Une image plus wide que le widescreen traditionnel, tel que Star Wars ou Once Upon a Time in China, s'est écrasé par la lentille en widescreen normal pour entrer dans le cadre de la pellicule et reprend sa forme lors de la projection en utilisant le même type de lentille. Mais je m'éloigne du sujet. Revenons à nos moutons. C'est-à-dire Once Upon a Time in China 4, qui date de 1993. Tsui Hark retourne comme producteur et co-scénariste, mais pas comme réalisateur. Cette fois-ci, c'est réalisé par Yuen Bun. Aussi, Jet Li ne revient pas. Cette fois-ci, c'est Vincent Zhao qui interprète Wang Fei-hung, ce qui aurait permis de couper dans le budget. C'est assez différent des précédents films. La vedette est assez peu charismatique. Lung Fun vole la vedette. Il y a aussi la tante remplacée par sa sœur avec un rôle assez similaire. Pourquoi ne pas simplement avoir remplacé l'actrice pour le rôle? Après tout, Wang Fei-hung n'est déjà plus joué par Jet Li. Un des éléments assez intéressants des précédents films est la vie de tous les jours, la foule chinoise, ce qu'on en voit assez peu dans ce film. Les combats sont très différents, beaucoup moins réalistes, avec notamment des combats très aériens, totalement invraisemblables. Le film va jusqu'à le présenter de manière narrative, ce qui rachète un peu les combats les plus irréalistes, mais pas le manque de réalisme de l'ensemble. Le style est clairement plus quelconque que dans les précédents films. On nous présente pas mal d'éléments des précédents films, remâchés sans aucune subtilité. Même la musique est moins notable, alors qu'on continue fréquemment à réinterpréter certaines musiques des films précédents dans un style musical traditionnel chinois très approprié pour la série. Le scénario est assez peu cohérent, essayant de rassembler deux histoires différentes. Des étrangers organisent leur propre danse du lion à laquelle est convié Wang Fei-hung avec quelques méchants sous-fifres jouant les méchants de service sans personnalité. Il y a aussi un groupe de femmes artistes martiales qui veulent tuer tous les étrangers. Au moins cette seconde histoire est un peu moins nulle, avec une méchante à sa tête ayant un peu de personnalité et une membre de l'ordre ayant un rôle notable dans le film. Ça se termine avec un grand coup dramatique venu d'un peu nulle part, laissant présager une suite peut-être plus intéressante, en tout cas plus pertinente. Ce film est vraiment moins bien que les précédents, et je peux difficilement le trouver autrement que moyen, et donc lui attribuer une note de 2 sur 5. Once Upon a Time in China 5. Donc, suite aux événements dramatiques à la fin du précédent film, on se retrouve dans une situation précaire en Chine. Les pirates en profitent. Wang Fei-hung et ses élèves les combattent. Toujours le même acteur avec aussi peu de charisme et Lung Fun qui vole la vedette. Les deux sœurs sont présentes en même temps, ce qui amène un semblant de triangle amoureux qui n'est pas très intéressant. Tsui Hark est à nouveau réalisateur. Les combats sont toujours assez peu réalistes, quoique peut-être de façon un peu moins abusée que dans le précédent.
Ça inclut des gunfights. Les élèves essayant d'apprendre à utiliser des fusils. Pas tous réussis. Les gunfights ne sont pas tous réussis. Le coût des chargeurs est limité, sauf dans les moments dramatiques comme de nombreux films de Hong Kong dans un cadre plus actuel, comme les films de John Woo. Pas aussi bien représenté que par John Woo, bien sûr. J'ai l'impression que l'équipe ne sait pas utiliser une caméra. C'est très mal filmé, pire que le précédent. Il y a entre autres une utilisation abusive d'images penchées. On dirait la vieille série des années 60 de Batman. La musique est pire que le précédent film. Ce dernier réussissait à ne pas trop souffrir en réutilisant les musiques des films précédents. Celui-ci abuse du synthétiseur. Il n'y a même pas la chanson thème de la série durant le générique de début traditionnel où on voit de l'entraînement. Notamment, les élèves ne font pas les mêmes mouvements que le maître. Malgré quelques moments pas mal, le scénario est mal raccommodé. Malgré Tsui Hark, c'est encore un film très ordinaire, qui me déçoit de lui. Mais je ne devrais pas être déçu puisque j'ai déjà vu Black Mask 2. Donc je donne 2 sur 5 au 5e Once Upon a Time in China. J'ai entendu dire à quelques occasions que le dernier film s'en sortait mieux. Voyons ce qu'il en est. En 1997, il y a eu Once Upon a Time in China and America. Un film très différent où on voit le retour de Jet Li. C'est produit et écrit par Tsui Hark et réalisé par Sammo Hung. Le cadre est différent. Wong Fei-hung est en Amérique avec sa tante et un de ses élèves. Ce n'est pas Long Fun. Après le western spaghetti, est-ce qu'on voit le western riz? Les questions des Amérindiens. La vie difficile des Chinois en Amérique. Billy, un blanc n'ayant plus à manger dans le désert, est sauvé par Wong Fei-hung. Billy va aider ses amis par la suite. Bon cowboy, man! Wong Fei-hung va se retrouver perdu chez les Indiens et amnésique. La tante et l'élève retrouvent des amis chinois. On a toujours la musique de synthétiseur de merde. Même pas la chanson thème durant le générique de fin. Par contre, c'est très correctement filmé. Il y a tout de même un gros problème, les sous-titres de la version que j'ai vue étaient décalés. Aussi, la version que j'ai vue ne respecte pas le format d'image original, j'ai l'impression. Le générique a une image déformée avec un cadre noir autour de l'image. Le film en tant que tel est en widescreen standard, c'est supposé alors que ça devrait être en cinémascope. En cinémascope. Il manque vraisemblablement les côtés. L'action est correcte, nettement meilleure que les 2 précédents, mais pas nécessairement aussi bon que les 3 premiers. C'est un western très correct, mais pas nécessairement la même portée sociale que la trilogie originale. Quoique tout de même, le sujet de la vie des Chinois en Amérique et dans une moindre mesure celle des Amérindiens est traité de façon intéressante. Ça n'a pas le même caractère épique, il y a moins d'humour aussi. Mais le film est très bien, c'est un divertissement honnête mais pas extraordinaire. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. Ça fait du sens que les 3 premiers films aient été distribués séparément en tant que trilogie, ce sont les meilleurs. Le 4e et le 5e sont d'un niveau très inférieur, et le dernier est assez différent. La seconde trilogie n'est pas riche et épique comme l'était la première. Mais ça veut pas dire que ça soit inintéressant à regarder. Au revoir et à bientôt!